Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Arthur Toss, notre expert en nouvelles technologies. Merci Arthur d'être avec nous. Eh bien, bonjour. Alors si on s'est retrouvé aujourd'hui, c'est pour parler d'actualité qui a secoué la sphère financière cette semaine et qui pourrait bouleverser le secteur des crypto-monnaies. Donc ça faisait plusieurs jours qu'on attendait le verdict et finalement la SEC, le gendarme américain des marchés financiers, a donné mercredi son feu vert à 11 gestionnaires d'actifs pour lancer leur ETF Bitcoin Spot dès le 11 janvier. Alors Arthur, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cet événement est si important et quel sera son impact sur le marché des crypto-monnaies? Alors, euh, c'est un aspect important parce que ça donne l'accès au marché des cryptos d'une façon simple. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si vous vouliez des produits crypto, soit il y a des produits cotés, mais qui étaient un peu compliqués parce que c'était pas ce qu'on appelle des exchange trading funds, donc c'est-à-dire des ETF, mais c'était comment ça s'appelle? euh, des entités financières qui détenaient du Bitcoin et qui en achetaient en propre sur leur balance sheet, d'accord? Et qui après vendaient des actions qui correspondaient à la société. Donc en fait, pour faire un peu simpliste, quelqu'un mettait 1 milliard dans une société, ils achetaient pour 1 milliard de Bitcoin, et après on vendait des actions à la découpe, etc. Mais quand on voulait rajouter du cash, etc., c'était très compliqué. C'est ce que faisait le fonds GBTC, qui était le plus gros, c'était le fonds de Grayscale, etc. Alors ça, c'est un peu compliqué parce que ça a des frais de gestion qui sont considérables. Ça part du principe que vous devenez propriétaire d'une holding, qui généralement, cette holding vous met des frais de gestion, enfin, une architecture, qui était une architecture qui était très développée avant que les ETF arrivent, mais l'architecture des ETF, bah, il y a moins de frais, c'est plus facile d'échanger, tout est beaucoup plus facile. Donc, franchement, ça permet aux investisseurs qui veulent pas rentrer dans l'univers des cryptos, c'est-à-dire avoir un wallet, aller sur des plateformes comme Binance, Coinbase, etc., de pouvoir avoir accès simplement à ces choses-là. Sachant que pour les institutionnels et pour ces gens qui ne voulaient pas avoir de wallet, pas avoir de lien avec des Binance, Coinbase et compagnie, il n'existait qu'un moyen de s'exposer, c'est-à-dire, enfin, il en existait deux, à vrai dire, les ETF dans d'autres pays, c'est-à-dire il y en avait au Canada et en Europe, mais il y avait très peu de volume et les institutionnels américains n'ont pas forcément le droit de s'exposer à des ETF qui sont dans des pays étrangers, d'accord? Et c'était pas des très grosses sociétés qui les lançaient, c'était plutôt des toutes petites sociétés, donc ça créait un petit peu de risques parce qu'on leur faisait pas forcément confiance, puis elles n'avaient pas l'expérience d'un BlackRock au niveau marketing auprès de tous les fonds de la planète, etc. BlackRock, quand ils lancent un produit, ils appuient sur une touche et ils peuvent présenter à tous les gestionnaires de fonds de retraite de la planète d'un seul coup. Donc forcément, l'aspect marketing qu'il y a derrière, il est sans commune mesure entre ce que peut faire BlackRock, Vanguard, etc. et ce que ferait un CoinShare en Europe ou des petites sociétés comme ça qui sont vraiment très spécialisées. Et un autre point aussi, c'était qu'il y avait des ETF qui existaient déjà aux États-Unis, mais ce n'étaient pas des ETF spot, c'était des ETF futurs. Donc, c'est un produit financier sur lequel on produit sur le prix, on parie pardon, sur le prix futur du Bitcoin. Ça, ça fait deux ans à peu près que c'est autorisé. C'est à la bourse de Chicago. Le problème, c'est qu'en fait, comme c'est pas du spot et comme c'est des produits dérivés, vous avez des volatilités qui sont encore plus fortes que sur le Bitcoin, sachant que sur Bitcoin, déjà, vous avez une très bonne volatilité. Que comme c'est des produits à échéance, bah, en fait, la seule chose que vous pouvez faire, c'est si par exemple vous êtes haussier, vous achetez le produit, puis quand on arrive proche de l'échéance, vous vendez le produit et vous achetez le produit suivant. Mais généralement, le fait de faire ça, c'est-à-dire le fait de faire rouler son produit, d'accord? C'est comme ça qu'on appelle dans, dans le monde financier, ça a un coût. Parce que vous payez des frais à l'intermédiaire financier, etc. Et donc, si vous roulez sur des mois et des mois, à la fin, le coût, il devient considérable et c'est plus des outils de trading. Mais c'est des outils de trading qui ont quand même apporté beaucoup à Bitcoin parce que pour vous dire, hein, oui, c'est ça, Binance était le premier vendeur d'options futures au monde depuis quasiment 3 4 ans, d'accord? Et depuis en gros la rentrée, c'est-à-dire septembre 2023, la bourse de Chicago fait généralement plus de volume sur les options futures que ce que fait Binance. Alors, il y a un peu des deux, c'est-à-dire Binance a un peu baissé et la bourse de Chicago monte beaucoup. Mais globalement, ça vous montre que même les traders algorithmiques, etc., ils arrivent dans le monde des crypto-monnaies et il y a une fusion avec la finance classique qui est en train de se faire. Donc ça, c'est quand même assez intéressant.
Donc voilà, donc les ETF vont amener une brique en plus vers cette fusion vers le monde classique et vont surtout permettre à des gestionnaires d'actifs, entre guillemets, classiques, gestionnaires de fonds, ou des Américains avec le 401(k), vous savez, ce petit mécanisme qui permet d'investir pour sa retraite, d'aller acheter des ETF liés aux crypto-monnaies simplement, sans avoir le risque de se faire pirater, etc. Et est-ce qu'on a une estimation des liquidités qui vont être apportées sur le marché des cryptos dans les prochaines années? Alors, en fait, quand tu fais un ETF, généralement, tu fais ce qu'on appelle un commitment au début. Donc, ça veut dire que tu vas dire à la SEC, nous, pour lancer le produit, on va mettre tant, pour qu'il y ait une certaine contrepartie et qu'il y ait le premier jour, c'est pas un produit qui arrive avec zéro de liquidité. C'est un produit, il y a déjà des investisseurs, il y a déjà quelque chose. Donc, généralement, sur ça, quand on regarde, c'est entre 2,5 et 3 milliards de commitment, tout ETF confondu. C'est le prix auquel on arrive. Donc, en théorie, il devrait y avoir ça. Alors après, attention, parce que quand il y a un commitment, ce qu'il peut y avoir, c'est qu'on peut préacheter sur le marché. Donc, il est quasiment certain que beaucoup d'ETF ont préacheté du Bitcoin par rapport au commitment qu'ils avaient déjà, pour être sûr d'en avoir un certain nombre. La question de combien, c'est compliqué à dire parce qu'en vérité, c'est quelque chose que vous n'avez pas tout à fait le droit de faire tout le temps. C'est quelque chose que la SEC aime pas, mais quand c'est des produits comme ça où ça va être difficile de trouver de la contrepartie, où il y a un risque que vous enclenchez une phase de pump déraisonnable, la SEC peut vous donner des passe-droits pour vous arranger un petit peu. C'est ce que la SEC a fait là. Après, vous dire sur les 3 milliards et des brouettes, combien il y en a qui ont été préachetés, je pense qu'il y en a minimum 2 milliards, 2 milliards 5. D'accord? Donc après, ça veut dire que le jour où ça va être coté, donc c'est-à-dire aujourd'hui, il y a 1 milliard à aller acheter sur le marché. Ça représente pas grand-chose, hein, parce que 1 milliard sur le marché du Bitcoin, les 24 dernières heures, on en a échangé 55 milliards. Donc si vous voulez, ça représente même pas 10% du flux qu'on a. Donc c'est pas non plus complètement dingue. Après, combien il y aura d'argent sur ces ETF d'ici 6 mois, 1 an, etc. C'est très variable. Vous avez des analyses qui sont plutôt très prudents, qui sont aux alentours de 10 milliards, et vous avez des analyses qui sont plutôt très bullish, qui sont autour de 100 milliards. Pour vous donner un ordre d'idée, la market cap de Bitcoin, c'est 955 milliards à l'heure actuelle. Donc ça veut dire que si on arrive à 10 milliards, ça ne représente pas grand-chose parce que ça représenterait bon an, mal an 1% de la market cap totale. Si on arrive à 100 milliards, ça serait très important parce que ça représenterait 10% de la market cap totale, sachant que je précise que dans la market cap totale à 954 milliards, à maintenant, hein, on a aussi tous les bitcoins qu'on a perdus. Donc c'est pour les 19 595 000 bitcoins qu'on a en cours, en validité, sachant qu'on va en miner dans l'année, donc on va en rajouter un peu. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a des millions de bitcoins qui sont perdus. Alors là, c'est pareil. Il y en a qui sont à 500 000. C'est-à-dire, ils disent qu'il y a 500 000 bitcoins qui sont perdus de manière irrévocable. Il y a d'autres analyses qui sont à 2 millions, 2 millions 5. Donc, si vous voulez, ça va tout changer parce que si vous pensez que vous êtes à 2 millions 5, bah, ça veut dire qu'en fait, s'il y a 100 milliards dans les fonds ETF, donc il y a un afflux acheteur de 97 milliards en plus des 3 milliards de commitment qu'il y a eu au début, bah, ça veut dire qu'il va falloir acheter 97 milliards non pas sur, comment ça s'appelle, sur 19 500 000 BTC, mais il faudrait enlever 2 500 000, donc ça ferait 17, non, si c'est ça, ça ferait 17 millions de BTC possibles. Donc 17 millions de BTC, il faut faire le calcul, mais on doit être aux alentours de 800 milliards de market cap, quelque chose comme ça, un petit peu en dessous. Donc à ce moment-là, ça devient vraiment important parce qu'on est sur 15 à 18% de la market cap totale qui serait achetée sur un an. Donc ça peut être très puissant. Mais là, c'est vraiment le scénario bullish de bullish, hein. Et comment est-ce qu'on explique que le cours du Bitcoin ait bougé aussi peu finalement après cette nouvelle? Alors déjà, parce que on a eu beaucoup de volatilité avant. Donc franchement, on a un peu essoré tous ceux qui étaient à la hausse et tous ceux qui étaient à la baisse. On a eu des montées de 8%, des descentes de 8%, etc. Donc on avait comment ça s'appelle? Un taux de produits dérivés sur Bitcoin qui n'était pas si élevé versus historique, sachant que c'est quand même un actif qui a beaucoup de produits dérivés et qui a beaucoup de leviers, hein. Les gens qui sont dessus ont souvent beaucoup de leviers.
ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais ça, c'est encore autre chose. Euh, et du coup, les gens ont voulu attendre que ça monte et se sont positionnés sur d'autres assets, sachant qu'il faut savoir que la plupart des assets avaient quand même beaucoup sous-performé Bitcoin les 2 semaines avant. C'est en fait les 2 semaines avant, il y a eu un petit trou d'air sur beaucoup d'altcoins et sur Ethereum qui n'a pas eu lieu sur Bitcoin. Et donc, Bitcoin est vraiment très très proche de ses sommets. Il est même en train de casser ses sommets récents. Ethereum les casse, mais si vous voulez, si on prend sur un an, Bitcoin performe plus que Ethereum. Donc, il y avait un retard accumulé. Et il y a aussi un deuxième effet, c'est que maintenant que les ETF sont arrivés sur Bitcoin, tout le monde se dit, ça c'est comme les marchés, hein, ce qui compte, c'est pas ce qui se passe, c'est ce qu'on pense qui va se passer. D'accord? C'est-à-dire, c'est toujours, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Donc en fait, maintenant, tout le monde se dit, bah, le prochain ETF qui va arriver, c'est Ethereum. Et comme Ethereum, c'est encore plus petit en market cap, etc., s'il y a beaucoup de gens qui achètent des Ethereum, bah, ça peut être génial et ça peut être très, très puissant. Et comme Ethereum, c'est déflationniste, parce que avec le nouveau modèle en proof of stake et les nouveautés de la chaîne, bah, Ethereum est devenu déflationniste. Les gens se disent, ah bah il y a énormément de choses à faire sur Ethereum. Donc ça fait monter Ethereum. Et quand Ethereum monte, qu'est-ce qui se passe? Bah, généralement, tous ceux qui sont en dessous d'Ethereum, c'est-à-dire tous les layers de niveau 2 et tous les concurrents d'Ethereum, ont tendance à monter encore plus qu'Ethereum. Donc ça entraîne tout le monde des altcoins qui surperforment un petit peu Bitcoin le jour de l'annonce. Mais attention, pour ceux qui ont acheté depuis 6 mois, il valait mieux acheter du Bitcoin que d'autres choses à certains moments. Donc ces produits financiers, ils auront quel impact sur la volatilité globale des crypto-monnaies? Ça va augmenter la volatilité? Alors, à court terme, c'est censé augmenter la volatilité parce que vous allez faire rentrer des nouveaux institutionnels. D'accord? La question, c'est comment ils vont rentrer et comment les ETF vont acheter et quelle va être la liquidité qui va être mise. S'il y a beaucoup de liquidité qui rentre parce que les gens ne regardent pas, ils se disent, je veux absolument en avoir 1% de mon portefeuille, je ne cherche pas à comprendre le prix, c'est pour garder 10 ans, ça peut faire exploser la chose et peut y avoir extrêmement de volatilité. À long terme, c'est censé comprimer un petit peu la volatilité. C'est déjà ce qu'on voit depuis longtemps, hein. C'est-à-dire que quand vous prenez les cycles de Bitcoin, avant, ça a monté d'un facteur, et puis au plus bas du marché, dans le moment où c'était compliqué pour Bitcoin, il perdait 95%. Après, il a perdu 90%. Au dernier, au dernier bear market, Bitcoin, je crois qu'au plus bas, il a perdu 74 ou 75%, quelque chose comme ça. D'accord? Donc on a une compression de la volatilité qui reste très importante pour un actif de cette taille-là, hein, d'accord? Mais c'est un actif qui est très jeune quand on est au début, ok? Mais forcément, plus on va le fondre dans la finance traditionnelle, plus il va y avoir des arbitragistes, plus normalement la volatilité intrinsèque de Bitcoin devrait diminuer. Même chose pour Ethereum, et en fait la volatilité devrait descendre dans les compartiments les plus agressifs des, euh, des tokens et être moins importante dans les compartiments les plus hauts, donc c'est-à-dire dans le top 10, top 15 des plus grandes cryptos. Et avec le temps, ça devrait être de plus en plus comme ça. Finalement, comme dans les actions, hein, parce que c'est au final la même logique financière qu'il y a derrière. Et quand plus on va le fondre dans la finance traditionnelle, plus ça va être comme dans la finance traditionnelle. Alors qu'est-ce que tu conseilles à nos lecteurs qui n'auraient jamais investi dans les crypto-monnaies? Moi, je pense que c'est toujours un moment propice à l'investissement. C'est-à-dire, attention à tous ceux qui vous disaient les ETF, ça va faire exploser, on va aller à 100 000 en ligne droite, etc. Je pense que, en fait, dans les marchés financiers, le problème que la plupart ont, c'est qu'ils surestiment l'impact de nouvelles à court terme et ils sous-estiment leur impact à très long terme. D'accord? Donc, en fait, quand on veut gagner de l'argent, ce qu'il faut être capable de faire, c'est soit quand il y a des mouvements de marché comme ça, vous êtes des traders, vous savez jouer la volatilité, vous jouez la volatilité, d'accord? Et ça, c'est un marché qui est très propice. C'est-à-dire, on voit que Ethereum monte, donc ça fait monter ses sous-composantes, donc on peut arbitrer, acheter des sous-composantes avec des effets de levier et réussir à gagner beaucoup d'argent à court terme. Ça, c'est du trading. Je sais pas faire, je suis très mauvais. Soit vous êtes là pour investir à très long terme et garder des actifs pendant des années et des années. Et là, ce que je pense, c'est que les gens, ils parlent tous du Bitcoin à 100 000, etc. Ils se moquent tous de ceux qui parlent du Bitcoin à 500 000 ou à 1 million. Moi, je pense que on voit beaucoup, beaucoup de choses intéressantes qui peuvent tendre à prouver que le Bitcoin à 500 000, c'est pas un truc
complètement dingue. Je pense même que le Bitcoin à 1 million, c'est pas dingo. Alors, clairement pas maintenant, hein. Je pense que le Bitcoin à 1 million pour 2050, c'est possible. Avant, ça me paraît très très peu probable. Par contre, c'est vrai qu'on commence à avoir des choses intéressantes. Les pays émergents qui ont du mal à maintenir leur monnaie et beaucoup de pays qui sont en train de se bitcoiniser, donc un besoin. Un nombre de bitcoins structurellement de plus en plus faible parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui filent pas leur mot de passe à leurs femmes, etc. Puis qu'une fois que le mot de passe, vous l'avez plus, bah, c'est fini. Donc il y en a quand même plutôt pas mal qui commencent à arriver. Il y a des choses hein, qu'on prévoit pas. Moi, je peux vous dire, hein, j'ai un copain, il était marié, il a jamais donné les mots de passe de son wallet, d'accord? Il a eu un accident de voiture, il est mort. Les bitcoins, inutilisables. Personne sait le mot de passe de son wallet. Et personne n'a la phrase seed. Mais c'est sûr que quand vous avez 35 ans, vous ne pensez pas que vous pouvez mourir le lendemain matin. Mais pourtant, malheureusement, la vie est faite ainsi que c'est possible. Donc, si vous voulez, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Il y a tout ce qu'on peut construire avec Bitcoin aussi, d'un point de vue technologique. Quand on voit ce qu'on est en train de faire sur Ordinal avec ces NFT, alors moi je ne crois pas trop aux NFT dans Bitcoin, mais par exemple, si demain on est capable d'intégrer des petits smart contracts qui permettent de gérer certaines petites choses, etc., dans Bitcoin, ça peut être intéressant. À terme, Bitcoin peut aussi être une blockchain qui peut devenir déflationniste avec une partie des frais de transaction qui seraient utilisés pour brûler des tokens et la rendre encore plus rare. Enfin, il y a plein de potentiel d'innovation chez Bitcoin. Certes, la vitesse d'innovation de Bitcoin est lente, d'accord? Mais ça, c'est fréquent dans ce qui est très important et très utilisé. C'est un peu comme dans la finance traditionnelle. Si vous allez voir Swift, par exemple, qui gère les mouvements d'argent interbancaire, etc., vous allez voir le code de Swift et la manière dont il fonctionne, c'est de la très vieille technologie. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme tout le monde utilise ça, dès qu'on change un truc, il faut que tout le monde soit d'accord, ça a des implications qui sont dingues, c'est pas du tout agile comme une startup. Mais je reste convaincu que le terreau de Bitcoin est beaucoup plus intéressant pour créer des choses par-dessus et créer de l'innovation et driver de la valeur à long terme que le terreau, par exemple, de Swift ou des institutions financières qu'on avait créées avec l'arrivée de l'informatique et d'Internet. Hmm. D'accord, en tout cas, il n'est pas trop tard pour se positionner pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Ah non, non, non. Si tu regardes le nombre d'utilisateurs de blockchain, hein, toutes blockchains confondues, tu es plus ou moins en nombre d'utilisateurs d'Internet dans les années 99, 97, 96. Alors, ça fait 2, 3 ans que je dis à mes clients qu'on est dans ces années-là. Je pense que là, on est en train de passer une étape. On est plutôt dans les années 2000, 2001, 2002. On est en train d'arriver vers là. Mais attention, hein, oubliez pas qu'il y a des choses qui sont créées bien plus tard sur Internet, comme Facebook, Meta, etc. Regardez l'évolution de Nvidia dans les années récentes, l'explosion de Microsoft, etc. Il y a encore énormément de valeur à tirer là-dedans, hein. Encore une fois, si Bitcoin réussit à faire du stockage de valeur, dites-vous bien une chose, c'est que même si vous considérez que tous les Bitcoins sont utilisables, qu'il n'y a pas de problème, etc., vous êtes à ce soir à 950 de milliards de market cap. Dites-vous que si vous pensez que des pays comme le Brésil, comme la Turquie, comme l'Argentine, les gens vont se bitcoiniser et mettre la majorité de leur épargne ou de leur compte courant en bitcoin parce qu'ils auront peur de leur monnaie et qu'ils ont besoin de trouver une solution, c'est plus que la market cap de bitcoin actuellement. D'accord? Donc le terrain de jeu pour bitcoin, il est considérable et il n'a pas encore fini de capter de la croissance. Bien sûr, vous ne ferez pas x100 en achetant du Bitcoin aujourd'hui, comme on l'a fait il y a 10 ou 15 ans. Mais je pense que quelqu'un qui achète du Bitcoin maintenant, il peut encore espérer, sans être un fou complètement déraisonnable, faire un x10. Ça me paraît pas dingue. Par contre, bien sûr, on va pas faire x10 en 3 ans, hein. C'est x10 en 10, plutôt même 15, 20 ans, quoi. Parce qu'il faut le temps que les gens fassent confiance, etc. Faut aussi vous dire que, par exemple, les vieilles générations, les Argentins qui ont 70 ans, 80 ans, la majorité vont pas se mettre aux crypto-monnaies, hein. Ça va être compliqué. Par contre, il y a un renouvellement des générations. Le taux de pénétration, il est plus fort dans les générations qui sont plus jeunes.
Voilà, et dans 15-20 ans, on commencera à avoir des renouvellements de génération qui vont faire que, exactement comme on a eu dans le jeu vidéo à partir des années 2000, si vous voulez, où le taux de pénétration des gamers dans la population a explosé parce qu'on avait ce renouvellement des générations, les premières générations qui étaient habituées et qui évangélisaient les autres, et petit à petit, on est arrivé à quelque chose qui était un secteur qui était très grand. Et le secteur du jeu vidéo qui n'existait quasiment pas dans les années 70, d'accord? Est maintenant plus grand que le secteur de la musique, des séries et des films réunis en termes de volume de vente. Donc, c'est vous dire, encore une fois, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est-à-dire on surestime le court terme, on sous-estime le long terme. C'est-à-dire, dans les années 70, vous avez toujours trouvé des gens qui vous disaient, ah oui, telle valeur dans le jeu vidéo, c'est génial, ça va valoir des centaines de milliards. Ok, bon, ils avaient un peu fumé le calumet de la paix. Par contre, quand vous disiez l'industrie du jeu vidéo va être plus grande que le cinéma, la musique et l'industrie des séries télévisées mises ensemble, je pense que si je vous disais ça dans les années 2000, vous m'auriez tous pris pour un fou. Et si je vous avais dit ça dans les années 90, encore plus. Enfin voilà, c'est un peu le même segment qui est en train de se passer ici. Après, attention, Bitcoin, comme tout stockage de valeur, c'est une convention sociale. Une convention sociale, ça peut très vite se retourner, hein. Surtout en phase de construction. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que l'or se retourne pas en termes de convention sociale, alors qu'on a quand même eu des sales coups sur l'or, avec par exemple le moment où les Américains ont privatisé l'or de leur population, etc. Et donc on pourrait se dire, attention, l'or, c'est bien, ça nous permet de nous défendre, mais voilà. Ce qui permet ça, c'est que c'est une construction tellement ancienne socialement que tout le monde se dit que la monnaie refuge ad vitam aeternam, c'est l'or. Même si inconsciemment vous dites que peut-être l'État pourrait me le piquer, etc., vous dites quand même c'est de l'or. Alors si vous l'avez en physique chez vous, vous avez peut-être un peu moins de chances de vous faire piquer par l'État. C'est encore un autre débat, ce genre de choses. Mais ce qu'on est en train de construire sur Bitcoin, c'est la même chose. C'est un stockage de valeur avec tous les gens qui vont dessus pour garder la valeur de leur épargne. D'accord? Pour nous, en tant qu'Européens, ça nous paraît fou parce qu'on a une monnaie en tant que euro, dollar, même yen ou même yuan, ce genre de choses, qui, même si dans le temps très long, elle perd la majorité de sa valeur, d'accord, dans le temps court, elle ne perd pas de sa valeur. Mais il faut se mettre à la place des Turcs, des Argentins, etc., qui peuvent avoir des pertes de pouvoir d'achat de 30, 40, 50% à l'année. Si vous voulez, pour eux, que le Bitcoin, il ait une volatilité intrinsèque de 30%, alors que leur monnaie a une volatilité intrinsèque de 50%, c'est quand même mieux d'avoir 30% que 50%. Vous voyez? Donc, c'est un peu l'idée de ces gens-là, d'accord? Et je pense pas qu'on puisse se dire que les pays émergents dans leur ensemble vont vers un développement fort avec une stabilité politique et économique qui rendrait moins intéressant le Bitcoin. Quand on voit ce qui se passe en Amérique du Sud avec les cartels en ce moment, bon, quand vous voyez les tensions entre Israël et la Palestine, bon, mais même quand on voit récemment au Vietnam, il y a eu un scandale de corruption avec un des premiers constructeurs du pays et une des premières banques du pays. La dirigeante de cette banque-là, elle aurait détourné 4% du PIB vietnamien. Vous vous rendez compte? Si demain, quelqu'un détournait sans création unique de valeur, juste en émettant des factures et en faisant créer de la monnaie par sa banque 4% du PIB français, ça ferait un scandale intersidéral, hein. Donc, voilà, il y a un terreau fondamentalement très propice pour Bitcoin. Voilà. Et nous, bon, voilà, moi, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, je faisais une offre pour rejoindre ELF. On donnait un acteur qui allait profiter des ETF, hein, une société qui allait en profiter. Elle a pris 35%, elle prend 15% aujourd'hui. Vous voyez? Donc, il y a de la valeur. Les cryptos qu'on recommandait, elles ont toutes monté. On en a même acheté une très récemment, hein, qui a pris quasiment 100% en ligne droite. Bon, voilà. Après, il y a vraiment beaucoup de valeur à aller chercher. Peut-être qu'à l'instant T, étant donné qu'on va avoir beaucoup de volatilité, ceux qui aiment le trading, c'est vraiment une période de terrain de jeu qui est intéressante. Et Mathieu, là-dessus, il a un service qui est très bien. En plus, il pense qu'il y a un angle de marché maintenant
à aller chercher pour faire du trading et gagner de l'argent comme ça. Et effectivement, quand il y a de la volatilité pareil, bah, il y a des vrais arbitrages à faire pour les traders. Moi, je le fais pas parce que je suis mauvais et que j'aime bien dormir la journée, la nuit, pouvoir faire ma sieste. Et quand on fait du trading, c'est vrai qu'il faut être devant ses écrans. Mathieu, il adore ça. Chacun son métier. Moi, c'est le temps long, lui, c'est le temps court. Et On les met- poules sont bien gardées, on mettra sa vidéo dans la description de cette vidéo. pour ceux qui veulent, ouais. Ouais. Mais merci beaucoup Arthur pour tes réponses. J'imagine que tu vas suivre le sujet de très près pour tes lecteurs, donc que ce soit dans la bourse au quotidien ou dans Elephant Investing Club. En tout Oui, cas, oui, 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 bah on en parle de temps en temps hein, dans les vidéos de la semaine sur la tech. Voilà, bon, même si là, il y a beaucoup d'IA et beaucoup de choses, mais quand il y a des choses intéressantes qui se passent, voilà, moi, l'année dernière, j'ai beaucoup parlé d'Ethereum avec les nouveautés parce que je pense qu'effectivement, les nouveautés qu'ont mis en place Ethereum, elles sont vraiment importantes. Donc voilà, mais c'est toujours la même chose. Quand on parle de ce genre de choses, on parle de la profondeur, c'est-à-dire ce qui se passe sur la blockchain, ce qui se passe sur ce genre de choses. Quand on investit à 5, 10 ans, c'est vraiment le protocole, ce qui est en train de se créer dans le protocole. Et des fois, le marché vous parle beaucoup de choses et puis après, il vous en parle plus. Si vous voulez, je considère que par exemple dans l'IA, il se passe plus de choses maintenant, on vous en parle un peu moins, d'accord? C'est 3, 4, enfin même ce mois-ci, là, en décembre, décembre, janvier, je considère qu'il s'est passé des choses hallucinantes, alors que tout le monde en parlait de manière tonitruante en, ouais, juin, juillet, août, d'accord? Sauf que moi, en juin, juillet, août, oui, à part que ChatGPT était en train de cartonner de fou, il n'y avait pas autant de construction qu'on a maintenant. Là, vous voyez toutes les entreprises sortir des produits autour, etc. Au CES, on voit des trucs hallucinants avec l'IA. Voilà. Donc, attention toujours entre ce qu'on est en train de créer et l'optique de création et la valeur que ça peut apporter à long terme et le marché avec les optiques un peu de communication très court terme qui peuvent être un peu boostées, créer de la volatilité, créer des espérances un peu folles, etc. merci beaucoup Arthur encore une fois pour toutes ces informations. Donc, j'invite ceux qui nous regardent à s'abonner à la bourse au quotidien pour suivre tes analyses chaque semaine. Le lien se trouvera en description de la vidéo et encore une fois on mettra un lien de la vidéo de Mathieu Lebrun aussi en description. Merci à tous de nous avoir regardés et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.